C'est tous les participants qui ont bien voulu nous rejoindre ce matin. C'est un cycle de conférences, de 12 conférences finalement, que nous entamons ce matin. Un cycle qui est intitulé « Solutions pratiques pour développer les compétences de vos collaborateurs et par là même la compétitivité de votre entreprise ». Nous sommes le 23 avril. Si vous nous suivez jusqu'au bout de ces 12 conférences, nous nous retrouverons donc ensemble le 15 avril de 2019. Donc 12 conférences qui vont se répartir en 3 thèmes avec une approche résolument pratique, pragmatique. L'intention de ces conférences, c'est pas de décrypter à nouveau tel qu'on peut le faire communément dans le cadre de notre mission d'UPCA, de décrypter les dispositifs de formation sous leur angle légal, leur angle technique, financier, administratif, mais véritablement d'apporter des réponses pratico-pratiques à des questions qui se posent en entreprise. Développer le dispositif de formation vous permettre d'avoir une cartographie complète de ces dispositifs afin d'optimiser leur mise en œuvre, mais d'avoir une cartographie qui puisse véritablement s'ajuster en fonction de votre entreprise, du profil de vos collaborateurs et bien entendu en fonction de votre stratégie de développement de ressources humaines et développement industriel bien entendu. Au final, bien entendu, ces solutions trouveront une articulation. Ces solutions simples pourront s'articuler avec les services habituels d'AGFOS PME CGM, notamment dans votre relation avec votre binôme dédié, l'assistant de gestion de dossier, mais aussi le conseiller formation en entreprise qui incarne véritablement AGFOS PME CGM auprès de ses adhérents. Je suis moi-même Bernard Trichot, le directeur de cet établissement du siège national dédié au secteur de la communication graphique, siège national d'AGFOS PME, donc dédié au secteur de CGM, qui regroupe principalement le secteur de l'imprimerie, celui de la sérigraphie, de la reliure brochure dorure et du routage, soit environ 4000 entreprises et 50 000 salariés. Et c'est avec donc notre partenaire Jean-Pierre Willems, qui est dirigeant de Willems Consultants, qui est expert en droit de la formation, une personne avec laquelle nous travaillons de longue date, qui nous a accompagnés sur un certain nombre de travaux de branche, donc il connaît bien notre environnement, à la fois politique, mais industriel, mais qui aussi est un observateur extrêmement averti de l'évolution du dispositif de formation, et qui pourra ainsi nous apporter un œil et une analyse experte justement sur l'évolution de ce dispositif qui est, vous le savez, engagé dans une réforme de la formation professionnelle, puisqu'un projet de loi a été présenté en Conseil de ministres il y a quelques jours, et une loi qui devrait vraisemblablement être adoptée à la rentrée de septembre. Alors le cycle de conférences n'est pas calé exclusivement sur cette réforme de la formation. À travers ces différents items, néanmoins, on abordera au fur et à mesure les impacts de cette évolution, de cette réforme de la formation sur les dispositifs. Mais quoi qu'il en soit, c'est véritablement de vous apporter une analyse, je veux dire, cartographique, globale de l'ensemble de la formation, et puis ensuite de pouvoir solutionner d'une manière ajustée la mise en œuvre de ces dispositifs. Voilà, donc nous sommes au fait de cette première conférence qui est quelles compétences pour gagner en performance. Voilà, mon Jean-Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup Bernard, bonjour à tout le monde. Alors le premier thème de cette série de 12 conférences, comme l'a rappelé Bernard, c'est de manière assez chronologique finalement de traiter avec vous toutes les questions que l'on doit se poser et les réponses qu'on peut y apporter lorsque l'on s'occupe des compétences de ses salariés et que l'on essaie de trouver les moyens les plus efficaces, les plus opportuns de les développer. Alors aujourd'hui, point de départ, quelles compétences pour gagner en performance, que l'on pourrait traduire en une question qui paraîtra peut-être saugrenue à certains d'entre vous, c'est est-ce que vous avez besoin de bons professionnels? Alors,
Est-ce que vous avez besoin de bons professionnels? C'est quels sont les enjeux liés à la compétence ou au professionnalisme, pour le dire autrement, de vos salariés dans votre entreprise. On pourrait se dire, dès lors que l'on a des meilleurs professionnels, on a un travail qui gagne en qualité, éventuellement en quantité. Mais le but n'est pas de le dire de manière générique. Il y a des modèles économiques différents, il y a des processus d'activité différents, il y a des choix de gestion et de management différents, et donc chacun doit faire dans ce domaine un diagnostic. Vous voyez, le modèle du low cost, par exemple, n'est pas un pari excessif sur le professionnalisme et la compétence des salariés, un investissement dans ce domaine. Donc on vous a préparé un petit tableau d'une dizaine de questions auxquelles vous pourrez répondre. On vous indique les types de réponses que l'on peut apporter et qui se situent dans une logique d'entonnoir, c'est-à-dire le point de départ, c'est pour votre entreprise, quelle est votre stratégie. Toutes les entreprises n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Suivant que je suis dans une logique, par exemple, de vente rapide, je vais vouloir valoriser sur le court terme l'activité de l'entreprise. Si je suis dans une logique de transmission, je vais me soucier davantage de la pérennité. Si je suis dans une logique d'innovation, parce que je suis motivé par les nouveaux champs, la technologie, je vais avoir une activité qui se déploie différemment. Si je prévois de faire évoluer l'activité de mon entreprise dans tel ou tel sens, je ne vais pas prendre exactement les mêmes décisions. Donc il y a un premier champ de questionnement, c'est quelle est la trajectoire de l'entreprise, quelles sont les finalités poursuivies par les dirigeants à court, moyen ou long terme. Ensuite, il y a un deuxième questionnement sur les champs de performance. Qu'est-ce qui fait ou pas la performance de l'entreprise? Son organisation, son positionnement, ses réseaux commerciaux, ses produits. Comment s'organise ou se construit la performance de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il fait qu'on arrive aujourd'hui à déployer des activités, à augmenter son chiffre d'affaires ou sa rentabilité, etc. Ou alors que c'est plus difficile. Ce diagnostic sur les champs de performance, nous allons le considérer aujourd'hui avec un zoom particulier, c'est quelle est la place particulière occupée par les salariés dans le champ de performance de l'entreprise. Autrement dit, quels sont les enjeux exacts, pas d'une manière générale, mais pour vous, compte tenu de vos activités, de vos projets, de vos organisations, quels sont les enjeux liés au niveau de compétence ou de professionnalisme de vos salariés? Alors, le niveau de compétence peut avoir des effets dans deux domaines, et s'occuper de la compétence des salariés peut avoir des effets dans deux domaines. Le premier, c'est sur le champ économique. Avec cette hypothèse, c'est que si l'on apporte un surcroît de compétences ou une excellente maîtrise des activités ou une valeur ajoutée supplémentaire sur la compétence du salarié, on va derrière retrouver des valeurs ajoutées économiques supplémentaires. Alors ces valeurs ajoutées économiques supplémentaires, elles pourront relever de elles pourront relever de dimensions quantitatives. On va arriver à produire davantage et mieux avec une dimension qualitative. On peut aussi favoriser l'innovation, on peut aussi gagner en satisfaction des clients, on peut développer des activités nouvelles, on peut fidéliser la clientèle qui a affaire à des professionnels sérieux et compétents. Donc on a un impact, et peut-être faut-il identifier de manière assez précise d'ailleurs, qu'est-ce que l'on attend comme impact économique d'un surcroît de compétences et qu'est-ce que ça changerait économiquement, est-ce que d'ailleurs ça changerait quelque chose que l'on ait des salariés qui aient un niveau de compétence supérieur. Alors la première dimension donc de la performance, c'est la performance économique. Mais s'occuper de la compétence des salariés, ça produit aussi de la performance sociale. En termes de confort de travail ou d'autonomie dans la gestion des situations de travail de la part des salariés, en termes de protection aussi de leur santé ou de leur sécurité, d'être capable de travailler en toute sécurité, en développement de la polyvalence ou de l'intérêt dans les activités, en gagnant aussi en reconnaissance, parce que s'occuper de la compétence des salariés, c'est aussi les considérer et montrer que leur travail est important et que l'on peut investir du temps ou de l'argent sur le niveau de compétence. Il ne faut pas oublier que la compétence, elle appartient aux salariés, c'est donc un investissement que l'entreprise partage nécessairement. C'est l'organisation qui, dans un premier temps, profite de la montée en compétence du salarié, mais c'est lui qui, véritablement, est le dépositaire. Donc c'est un investissement
partagé, avec un caractère social, une dimension managériale importante. Et il faut considérer ces deux dimensions, comment sera reçue finalement l'activité que l'on mène dans le champ des compétences, au plan économique et au plan social. Alors, on parle de compétences, peut-être faut-il refaire, comme on le dit dans le sport et notamment dans le rugby, faut-il refaire un petit peu de fondamentaux. La compétence, qu'est-ce que c'est? Alors, la compétence, on a plusieurs définitions. Moi, je vais en choisir une relativement pragmatique et assez simple à décliner, qui nous vient d'ailleurs d'un entraîneur de rugby que certains d'entre vous reconnaîtront, et qui donnait la définition suivante. La compétence, c'est l'intelligence situationnelle. Le rugby est le sport collectif où on est le plus nombreux sur le terrain et où donc il y a une certaine rapidité à prendre dans les décisions, mais aussi une complexité de l'environnement parce que je ne peux pas forcément prévoir, anticiper les positionnements exacts de tous les joueurs, partenaires et adversaires. Et donc je vais être obligé de conduire une analyse très rapide de la situation et en même temps de me décider très vite, parce qu'il n'y a pas de compétence sans passage à l'acte. La compétence, c'est pas un savoir abstrait, c'est agir, c'est la capacité à faire, et donc il va falloir que très rapidement, je prenne la bonne décision. Et le bon professionnel, finalement, le professionnel compétent, ça va être celui qui est capable de comprendre l'environnement dans lequel il agit et d'avoir aussi donc une culture professionnelle du milieu, une culture technique, une culture organisationnelle, de comprendre le milieu dans lequel il agit et d'être capable de prendre au bon moment la bonne décision de manière à gagner en efficacité et aussi peut-être à respecter, on va dire, un certain ordre professionnel, c'est-à-dire ce qu'est le travail bien fait ou la maîtrise du travail avec le souci de celui auquel il s'adresse, c'est-à-dire le client. Donc considérer tous les paramètres et choisir l'action ou le geste juste pour avoir une activité réalisée avec compétence. Alors, la compétence ainsi définie, ce n'est pas la formation. La formation, c'est une promesse de compétence, mais ce n'est pas la compétence elle-même, hein. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, et c'est dans l'activité que l'on voit la compétence, mais la formation y contribue, c'est une ressource que l'on va pouvoir mobiliser, mais ça ne fait pas la compétence, et l'expérience non plus ne fait pas la compétence, parce que cela dépend des leçons que l'on a tirées de son expérience. On apprend de ses échecs, on apprend aussi de ses succès. Il faut faire attention d'ailleurs à l'euphorie du succès. C'est quand même important de savoir pourquoi les choses marchent bien quand elles marchent bien et ce qui fait les champs de performance. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à mener tel ou tel projet, à réaliser telle activité? Ça tient à quoi? Si on veut être capable de le reproduire, voire de l'améliorer, il faut comprendre les mécanismes aussi bien de l'échec que des succès. On apprend de toute activité, mais on n'apprend pas mécaniquement, c'est-à-dire il faut faire un travail réflexif, il faut prendre un petit peu de temps d'analyse. Si je poursuis la métaphore sportive, dans l'entraînement, il y a l'entraînement sur le terrain et puis il y a aussi les séances vidéo, le tableau noir, celle où on réfléchit à la manière dont on a agi et on se prépare à agir sans doute mieux la fois d'après. Sans ce travail-là, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'intégration par l'organisation, finalement, des leçons du passé, de ce qu'elle a fait, de comment elle l'a fait. Donc il y a ce temps réflexif qui fait que la compétence, ce n'est pas que la formation, c'est la manière dont je m'en sers, et ce n'est pas que de l'expérience ou les activités passées, c'est la manière dont je les analyse et dont je vais en tirer parti. La compétence, ce n'est pas un élément stable. Il arrive que l'on parle de capital compétence. Moi, j'ai une autre image. Je compare la compétence à l'électricité. Alors, pourquoi l'électricité? Parce que l'électricité a cette particularité qu'elle ne se stocke pas beaucoup et qu'elle se stocke mal. Il faut surtout gérer des flux. Or, une compétence, c'est plutôt un flux. C'est-à-dire que, contrairement aux piles Wonder, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Autrement dit, des compétences non utilisées vont dépérir et vous pourriez essayer de faire la liste des compétences que vous avez possédées, ce que vous avez su faire et que vous seriez en mal de réaliser aujourd'hui. Je travaillais la semaine dernière avec des ingénieurs et je leur disais, vous avez su faire, vous étiez très à l'aise pour faire des équations différentielles, calculer des intégrales, est-ce que vous êtes capable de le refaire aujourd'hui alors que vos métiers sont tous différents? Et alors ils m'ont dit, ne t'emballe pas, on va déjà essayer de faire une division à 4 chiffres. Et on va voir si on y arrive. Ils se sont mis au paperboard, ils étaient 3, il leur a fallu 10 minutes. Alors une fois qu'on a retrouvé le mécanisme, évidemment ça redevient simple. On ne perd pas tout, on a des acquis qu'il faut retrouver.
C'est comme le sportif qui a cessé l'entraînement, ça va revenir, mais les premiers réentraînements sont toujours un petit peu douloureux. Et donc, si on n'entretient pas ce flux, si on ne prend pas garde à exercer régulièrement les différentes compétences, eh bien, on risque de les perdre. On ne peut pas considérer que la compétence est un acquis. Et avec l'environnement changeant, avec l'évolution technique, avec l'évolution technologique, je pense que l'image du flux est encore plus parlante. Donc, il faut se préoccuper de maintenir toujours les compétences à niveau et de faire en sorte de pas les perdre. Alors, qu'est-ce qu'un salarié, puisqu'on a vu ce qu'est la compétence, mais qu'est-ce qu'un salarié compétent? La compétence ne se voit que dans l'activité. Donc pour savoir si un salarié est compétent ou pas, je ne vais pas l'observer lui, je vais observer son travail, son résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a été capable de réaliser? Est-ce qu'il a atteint le niveau de performance qui était attendu? Est-ce qu'il est au niveau des exigences que l'on avait pour son activité? C'est donc en observant son travail que l'on va pouvoir déterminer s'il est compétent ou pas. Mais si jamais le travail n'est pas à la hauteur de ce que l'on attendait, je ne vais pas tout de suite reporter la responsabilité immédiatement sur le salarié. Je vais regarder si la performance était possible, parce que la performance, c'est le couple entre une personne qui va mettre en œuvre des compétences et son environnement. Et son environnement, c'est deux choses, l'environnement externe, le client, les marchés, etc., et les conditions internes, l'organisation, de quelle manière l'entreprise est organisée, de quelle manière on organise les coopérations, ce qui va nous permettre tout simplement de savoir si la performance était tout simplement possible. Donc c'est quelqu'un qui agit dans un environnement donné, on n'est pas compétent tout terrain, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans certains environnements que d'autres, et pour agir, on utilise des ressources. Et il va falloir avoir regardé de la part de l'entreprise cette question-là, c'est est-ce que la personne avait, a priori, par sa formation, par ses expériences antérieures, par l'accompagnement qu'on met à sa disposition éventuellement, est-ce qu'elle avait les ressources pour agir de manière compétente? Et vous avez là les 4 questions qu'il faudrait se poser pour savoir si on peut passer de la compétence à la performance. C'est quelle est la performance attendue? Est-ce que l'organisation se prête à cette performance? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments empêchants dans l'environnement extérieur? Et est-ce qu'on a vérifié que la personne avait les ressources pour faire? On a dans ce domaine-là donc toujours un couple. Et évaluer la performance d'un salarié, c'est toujours aussi évaluer la performance d'une organisation. Et traiter la compétence du salarié, c'est se poser la question, est-ce que la performance attendue est réalisable compte tenu de l'environnement et des ressources dont dispose la personne, et est-ce qu'il faut l'accompagner, est-ce qu'il faut la doter de ressources supplémentaires, ou bien est-ce que l'on considère que le compte y est, si j'ose dire. Donc qui a la responsabilité dans ce domaine-là des compétences des salariés? Eh bien les choses se passent en 2 temps. L'entreprise est responsable en premier lieu, tout simplement en sa qualité d'employeur, parce que c'est elle qui organise le travail, c'est elle qui pourvoit l'activité, c'est elle qui prescrit les conditions dans lesquelles l'activité va se réaliser, et donc elle a une première responsabilité qui est de donner aux salariés les moyens finalement de réaliser les activités que l'on attend d'eux au degré ou au niveau d'exigence qui est le sien. Première responsabilité. Deuxième responsabilité, qui est très liée, c'est faire en sorte que les salariés puissent travailler dans des situations de préservation de leur santé, de leur sécurité suffisante. On reste toujours sur l'exercice de l'activité. Lorsque l'entreprise a rempli ces 2 obligations-là, c'est-à-dire j'ai mis à disposition des salariés les moyens correspondant à ce que j'attends d'eux, à ce moment-là, on a un transfert de responsabilité. C'est le salarié qui est responsable d'être compétent puisqu'on lui a fourni les moyens. Et puis, il y a un 3e champ de responsabilité de l'entreprise, c'est si jamais la configuration de l'emploi fait que certaines activités ne sont plus exercées, certaines compétences donc disparaissent, comme on l'a vu, parce que ne sont plus mises en œuvre. Je pourrais avoir des situations de travail, finalement, non pas qualifiantes qui permettent de progresser, mais déqualifiantes. Alors il faut que j'ai une attention particulière à ces situations, et si j'ai des salariés qui perdent de compétences, que je veille au maintien de leur niveau. Pour ce faire, nous avons une obligation qui a été introduite par la loi de 2014, qui est que toute entreprise doit gérer les parcours de ses salariés sur 6 ans. Alors la réforme de la formation
en cours va sans doute faire bouger un tout petit peu les taquets de cette obligation, dont je vous rappelle qu'elle ne fait l'objet de sanctions automatiques que pour les entreprises qui ont au moins 50 salariés, mais pour celles-ci, à qui on demande aujourd'hui d'avoir des entretiens professionnels tous les 2 ans avec les salariés, c'est-à-dire d'envisager justement comment on peut projeter leur évolution de compétences dans les années à venir, à travers l'évolution de leurs activités. On leur demande d'aller au moins une fois en formation ou d'obtenir une certification ou d'avoir une évolution salariale ou professionnelle. La réforme prévoit d'ajouter un 4e critère, c'est que l'entreprise ait proposé, peu importe la réponse d'ailleurs du salarié, ait proposé un abondement à l'usage du CPF par leurs salariés. C'est-à-dire qu'on a mis en place un dispositif où si les gens utilisent leur CPF, l'entreprise puisse apporter un abondement. Cette évolution représenterait d'ailleurs pour les entreprises qui ne sont pas aujourd'hui en ligne avec leurs obligations une atténuation du coût, puisque globalement on serait entre des apports de l'ordre de 500 à 1000 euros potentiels, encore faut-il que le salarié accepte, plutôt que des pénalités de l'ordre de 3000 euros. Alors il va falloir attendre évidemment que la loi soit votée, qu'on ait éventuellement une négociation de branche sur le sujet pour stabiliser, mais le champ des responsabilités part bien de l'entreprise et ensuite est transféré sur le salarié. Alors, cette responsabilité étant identifiée, de quelles compétences, dans votre contexte, sur vos activités, de quelles compétences avez-vous besoin? 2 ou 3 repères dans ce domaine. La première interrogation, c'est, vous allez peut-être penser les deux mon capitaine, mais est-ce que vous avez besoin de développer les compétences individuelles des salariés, c'est-à-dire est-ce qu'il faut augmenter leur expertise parce que on va considérer que le salarié est le producteur final, en quelque sorte, de l'activité. C'est son activité qui produit un résultat final. Ou alors, est-ce que vous avez besoin, une entreprise est une collectivité, de développer les coopérations entre salariés, c'est-à-dire la capacité de chacun à inscrire son action dans la continuité, en amont ou en aval de l'activité des autres. Est-ce que votre plus petite unité de production, elle est individuelle ou est-ce qu'elle est collective? Est-ce que, au final, c'est une production par une équipe qui se réalise ou bien est-ce que c'est une production par un salarié? Si c'est une équipe, je vais avoir besoin de renforcer les compétences collectives, c'est-à-dire la capacité des individus à travailler ensemble, à coopérer utilement, et je gagne en efficacité, bien évidemment, si j'apprends, si j'entraîne les gens à travailler collectivement. La compétence collective, celle des collectifs de travail, n'est pas la somme des compétences individuelles. Chacun a son champ d'activité, mais à un moment donné, la coopération, et si je ne réussis pas la coopération, eh bien je risque d'avoir une moindre performance. Si on est dans une situation de travail où, j'allais dire, la dernière unité de production, c'est l'individu, plutôt isolé, alors se pose la question de la compétence individuelle un petit peu plus que de la coopération. Donc il y a un premier champ de diagnostic et qui tient évidemment à la manière dont est organisée votre entreprise et sont organisés vos processus de travail et vos activités. Il y a une deuxième dimension, c'est est-ce que, toujours dans votre organisation, pour les métiers qui sont les vôtres, vous avez besoin de professionnels que j'appelle de conformité ou de professionnels d'initiative. Quelle est la différence? Le professionnel de conformité, c'est celui qui va exercer des activités dont le contenu, la réalisation est prescrite, est prédéterminée, et où être compétent, ce sera avoir une activité conforme à ce que l'on a prescrit, à ce que l'on attend. Et donc ici, je suis dans, si je forme ou si je développe les compétences des salariés, eh bien, je suis sur des scénarios, je suis sur des modalités identifiées que je dois maîtriser et que je vais être en capacité de reproduire. Et c'est ce qui fera la compétence. Si je suis sur des activités beaucoup moins prescrites, où la part d'initiative et d'autonomie est beaucoup plus grande, où il faut réagir à des incidents qui ne sont pas tous modélisables ou prévisibles, si j'ai besoin que les gens prennent des décisions, où ils n'ont pas toujours soit quelqu'un, soit une procédure qui va leur dire ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Donc il va falloir que je développe de la capacité d'adaptation, de réactivité, d'initiative, d'autonomie. Ce n'est pas du tout le même type de compétences, et vous avez sans doute pu vérifier que certains salariés, d'ailleurs, sont beaucoup plus à l'aise, soit sur des situations prescrites, quand on leur dit précisément ce qu'il faut faire, ce qui est sécurisant pour certains,
mais ce qui peut être angoissant pour d'autres parce qu'il se dit j'ai pas de liberté, je suis obligé de me conformer à quelque chose de préétabli et j'aurais besoin d'avoir ou envie d'avoir beaucoup plus d'initiatives. Alors, c'est pas forcément l'individu qui choisit, c'est aussi la situation de travail qui commande, c'est la manière dont on a organisé les activités, mais on a vraiment deux modes de développement des compétences, ce que j'appelle des compétences de conformité, est-ce que c'est cela dont on a besoin, ou bien de la capacité à prendre des initiatives, voire à être créatif en situation et à revenir à ce qu'on appelait l'intelligence situationnelle. Je sais faire un diagnostic et je sais décider moi-même quelle est l'action juste qu'il faut mener. Si je veux faire un diagnostic sur les performances et sur la compétence, alors je vous propose dans ce cycle de conférences que l'on n'utilise pas la notion de besoin de formation. Les individus n'ont pas besoin particulièrement de formation, ils ont besoin de compétences. La formation est un des moyens qui permet de leur en apporter ou d'en acquérir, mais pas le seul. Et donc, poser la question en termes de besoin de formation, c'est déjà induire une partie de la réponse. Donc, on va travailler sur un champ un petit peu plus large, à partir de quelles sont les compétences dont les salariés ont besoin. Est-ce que, et on pourrait le poser à partir de la performance et des activités, parce que le point de départ, c'est quand même le travail, c'est est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait mieux faire que ce que l'on fait aujourd'hui si on avait des salariés avec un niveau de compétence supérieur. Est-ce que c'est véritablement une question de compétence que d'améliorer l'existant? Et vous voyez, ça renvoie quand même au diagnostic de départ, les champs de performance de l'entreprise, quelle est la part du professionnalisme du salarié? Est-ce que c'est une question d'organisation? Est-ce que c'est une question de niveau de compétence des individus? Est-ce que c'est une question de matériel disponible? Est-ce que c'est une question de temps de travail disponible? Bref, quelle est la part du professionnalisme? Et est-ce qu'il y a des champs d'activité où je gagnerais à pouvoir avoir un niveau de performance supérieur qui est lié aux compétences des salariés? C'est une première question où on va se dire on va essayer de sécuriser l'existant, essayer de faire que l'on fasse des choses à un niveau de qualité minimum garanti. Mais il y a un deuxième champ de valeur ajoutée, c'est est-ce qu'il existe des situations où on pourrait avoir des gains de valeur ajoutée parce qu'on augmente le niveau d'expertise des salariés. C'est-à-dire, je ne pars pas d'une situation du travail et je me dis le salarié la maîtrise imparfaitement et donc je vais lui apporter de la compétence pour qu'il la maîtrise mieux. C'est dans l'autre sens. C'est je vais apporter des compétences supplémentaires au salarié et c'est lui qui va les réinvestir dans la situation de travail, qui va la faire évoluer, qui va la modifier et qui sera capable d'avoir des activités différentes, de l'innovation, plus d'autonomie. Bref, on va gagner en valeur ajoutée. Prenons un exemple simple. Est-ce que je suis sûr que le niveau de compétence des salariés correspond au niveau de sophistication des matériels dont je dispose? Est-ce que si les gens avaient une expertise supplémentaire, est-ce qu'ils ne seraient pas capables de faire produire par les outils des choses supplémentaires par rapport en qualité ou en quantité à ce qu'ils font aujourd'hui? Est-ce que si j'avais une aptitude plus grande ou des capacités plus grandes à coopérer, est-ce que j'aurais pas dans certains champs des meilleurs résultats que ceux qui sont les miens aujourd'hui? Donc il faut que j'identifie précisément la nature du besoin de compétences parce que bien évidemment ça prédétermine le type derrière, soit de formation, soit d'accompagnement, soit d'autres dispositifs. Nous verrons tout cela ensemble, de quelle manière je peux développer les compétences de mes salariés. Stéphanie. Alors, si on identifie qu'il y a effectivement des enjeux sur le champ des compétences des salariés. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des gains de l'amélioration, de l'innovation, de la performance économique, de la performance sociale. Il y a de vrais enjeux autour de la compétence des salariés. Se pose la question, donc on a identifié un besoin, une valeur ajoutée potentielle. Se pose la question, comment fait-on pour motiver les salariés à développer leurs compétences? C'est ce que nous aborderons lors de notre webinaire du 14 mai prochain, 11h30, 11h. Très bien. 11h, midi, même endroit. Merci beaucoup à tout le monde. Jean-Pierre, merci beaucoup pour cette première intervention qui est extrêmement dense, mais on n'en attendait pas moins de ta part, en relevant notamment que la formation, c'est pas la compétence assurément. C'est le moyen d'y arriver, mais c'est pas le but en soi, en tous les cas. Il y a une jolie formule qui dit la formation, c'est une promesse de compétence, voilà, tout à fait. Et on la tient dans l'activité. Très bien.
En tous les cas, deux choses. La première, il était possible de poser des questions en direct. Je ne sais pas si on en a eu quelques-unes et on s'accordait quelques minutes pour pouvoir y répondre à l'issue de cette première intervention. Non, a priori pas de questions. C'est vrai que les informations fournies ici par Jean-Pierre sont denses. Donc là aussi, pour vous permettre de les apprécier pleinement, le support qui a été réalisé par Jean-Pierre sera mis à votre disposition. D'ailleurs, ainsi même que l'enregistrement de cette conférence sera lui aussi disponible sur notre site internet, donc AGFOS PME CGM. Et puis, Jean-Pierre vient de le rappeler, hein, on se donne rendez-vous maintenant dans un mois, le 14 mai, et il en sera ainsi pendant tout au long de l'année, à travers l'ensemble de ces cycles de conférences qui ont, je le rappelle, une vocation extrêmement pratico-pratique. Hein. Donc, le lundi à 11h, de 11h à 11h30 environ, une information fournie par Jean-Pierre, hein, qui éclaire les dispositifs de formation selon son expertise et sa pratique, en tous les cas, son expérience, à la fois au niveau des branches, mais aussi au niveau des entreprises. Et puis ensuite, un petit temps de questions-réponses s'il y en avait. De toute façon, s'il n'y a pas eu de questions en direct, vous pouvez toujours les adresser a posteriori. Nous y apporterons réponse et l'ensemble de ces questions et réponses seront déposées et à votre disposition sur notre site. Voilà, il me reste à vous saluer, il nous reste à vous saluer. Remercier à nouveau Jean-Pierre pour son accompagnement, son expertise et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.